dans le diagnostic du TDAH, il faut bien comprendre que c'est une liste de symptômes, certes, qui c'est une étape nécessaire du diagnostic, mais qui doivent engendrer des problèmes dans la vie de l'individu Ouais. depuis l'enfance, puisque c'est un trouble du neurodéveloppement. Ce n'est pas un trouble qui apparaît par la suite dans le développement de l'individu, mais il est déjà présent virtuellement, théoriquement, à la naissance. Besoin de l'entendre, c'est que vous n'êtes pas seul. Moi, j'aurais bien aimé l'entendre ça plus tôt, quand c'était tellement dur avec mon petit garçon à l'époque. J'avais l'impression d'être la seule à être dans une telle difficulté, d'être la pire maman du monde. Et chaque jour, encore aujourd'hui, je reçois des messages dans ce sens-là, de parents, de mamans, beaucoup. La question de l'étiquette, est-ce qu'elle est valable, pas valable? Est-ce qu'elle est utile? On ne veut pas enfermer des enfants dans des rôles. Et à la fois, pour moi, c'est l'opportunité d'accepter mieux et d'aller mieux comprendre, en fait. C'est-à-dire que dans mon expérience et les familles avec lesquelles j'ai travaillé, qui ont été faire de la démarche d'un diagnostic, par exemple, ça leur a permis d'ouvrir suffisamment la porte pour se dire, OK, si mon enfant a un trouble de l'attention, j'ai le droit de lire des livres sur le trouble de l'attention et donc de mieux comprendre son fonctionnement. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Lily, donc je vous la présente parce que c'est important. C'est ma licorne, ma licorne qui, elle, n'a pas de cerveau neuroatypique. Ah oui, si, c'est vrai, tu n'en as pas. Voilà. Mais oui, je sais, tu as des pouvoirs aussi. Et j'explique donc aux enfants que être neuroatypique, c'est d'abord avoir des super pouvoirs. Alors Lily, elle est un peu déçue, elle dit qu'elle n'en a pas, mais je vous garantis que les licornes en ont plein, des super pouvoirs. Et c'est ça. C'est des stratégies. En C'est fait, ça. c'est là où quand tu retournes sur l'image de la calèche, tu te dis, bon, en fait, quelles ont été les stratégies mises en place par le cocher? Donc, il y a toutes les croyances et les conditionnements familiaux, les contraintes, en fait, les contraintes de la famille, les contraintes de l'école, les contraintes de la société. Ben, en fait, comment je réagis, moi, quand il y a un trop grand écart entre ce que je voudrais vraiment vivre et ce que je vis? Un enfant qui a un trouble des apprentissages ou un trouble neurodéveloppemental comme le TDAH, il a un cerveau qui fonctionne bien, il apprend bien, il va bien, il n'y a pas de déficience cognitive. Donc c'est comme la voiture qui a un moteur qui va bien. Mais le système de régulation, les pédales frein, accélérateur, hein, ce qui fait qu'à certains moments, si on compare avec le TDAH, on va être hyper concentré. On dit, mais il n'a pas de problème de concentration puisqu'il est hyper concentré. Si, si. C'est ce qu'on appelle les moments hyper focus. Le système de régulation s'est emballé. Et puis le volant, c'est un petit peu, quand on passe d'une vieille voiture à une voiture plus récente, on dit, ah, elle est sensible ta voiture. Je fais à peine un petit geste sur le volant que ça part. Et là, oui, on est là pour se parler de l'opposition. C'est un des champs d'expertise, l'opposition et les troubles de l'opposition. Et là, je veux qu'on commence, si tu veux bien, Fabienne, par faire la différence entre l'opposition et les troubles de l'opposition. J'aime bien dire, c'est pas parce que l'opposition de votre enfant vous cause du trouble que c'est un trouble de l'opposition. Presque tous les enfants, surtout ceux qui ont un fort caractère, vont un jour ou l'autre s'opposer. Et chez des enfants qui ont en plus un TDAH, je vais vous le dire tout à l'heure, mais chez les enfants qui ont en plus un TDAH, ben, c'est encore plus probable qu'on ait ce type d'opposition-là chez eux. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Comment ils vont pouvoir aussi naviguer dans les études avec leur TDAH, c'est important. Plus ils vont se connaître, donc plus ils vont avoir fait de la psychoéducation même pour eux-mêmes, eh bien ils vont pouvoir s'appuyer sur leurs forces, sur leurs faiblesses, connaître leur fonctionnement. Un adolescent et un jeune adulte TDAH, s'il connaît son fonctionnement, il va te dérouler dans la vie. Ce que j'avais envie de mettre en valeur, ce que j'avais envie de proposer, c'est l'idée de pouvoir voir les choses d'une autre manière, de un petit peu mettre ces fameuses lunettes roses quand parfois, évidemment, il y a des difficultés, ça ne veut pas dire de les effacer ou de les nier, mais c'est peut-être de regarder autrement, avoir une autre manière de voir les choses. À un moment donné, c'est rassurant d'avoir un diagnostic, de se dire, ah, on a compris ce qui se passait, de comprendre ce qui se passe, d'avoir un nom, d'avoir un mot, d'avoir des professionnels, des médecins et autres qui mettent un mot sur. Voilà, il y a même un côté, ah, c'est pas moi qui l'élève mal, c'est pas juste, non, non, ah bah oui, je comprends mieux, il y a une raison. Donc, une fois qu'on a passé ça, ça fait du bien, ok. Mais enfin, on est quand même, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Et ce qui va être important, c'est de rester près de votre enfant parce que certains profs sont prêts, savent comment s'y prendre ou vont apprendre, tout simplement. Et ça, c'est génial quand vous tombez sur ces profs-là. Mais d'autres, c'est pas le cas. En travaillant sur les réseaux sociaux, en travaillant en libéral, je me suis rendu compte que justement, j'avais des comportements addictifs, puisque du coup, c'est un peu le sujet de cette conférence aussi. Je suis très vite tombée addict aux réseaux sociaux. Moi, je suis assez addict aux écrans. Je suis assez addict au travail. Voilà, moi, je suis complètement accro à mon travail et comment dire, toutes ces addictions font que j'ai des comportements assez compulsifs. Et, euh, et ça amène à l'épuisement. En fait, moi, ce qui m'a amené à consulter et à me poser la question, c'est ce schéma répétitif tout le temps de j'ai des phases où ça va bien et où je compulse, je travaille à fond, à fond, à fond, à fond, puis après j'évacue en regardant des écrans, des écrans, des écrans, des écrans. C'est pas se suffire à soi-même, de pouvoir compter que sur soi, mais c'est vraiment de pouvoir à la fois savoir faire un certain nombre de choses pour pouvoir vivre correctement et en même temps pouvoir interagir avec les autres en autonomie. Voilà, donc il y a bien une histoire de, nous en tant que parents, on l'aide on co-construit sa liberté à notre contact et on lui montre comment prendre des engagements, les tenir. Il va vivre des contrariétés, ça va pas marcher à tous les coups. Renoncer à ses plaisirs du moment, ce qui est toujours un peu compliqué pour les TDAH. Et c'est ultra important parce qu'il y a un lien qui a été tout à fait avéré entre la régulation émotionnelle et la santé mentale. Donc du coup, c'est très important de prendre vraiment très sérieusement ces problèmes de régulation émotionnelle en charge et de pouvoir donner les bons outils parce que la santé, c'est des facteurs de protection en fait contre la dépression, contre les troubles du comportement, contre les relations sociales négatives. Donc tout ce dont on veut beaucoup protéger notre enfant et pour lequel, on le sait, c'est des comorbidités plus courantes dans le TDAH. Donc, je dirais que c'est une richesse d'avoir des enfants différents dans la classe, des enfants autistes Asperger, des enfants qui ont un handicap physique, qui sont en fauteuil, toutes ces choses-là. Et ça ouvre les autres aux différences, tu vois, pour que justement après, ils puissent s'ouvrir à ça. Donc, le TDAH, il secoue la société qui veut souvent contrôler ces individus parce qu'on le voit en fait. C'est-à-dire que la société, elle est organisée, vous êtes dans la classe, vous devez être assis et vous devez écouter et apprendre. Sauf que un enfant, est-ce qu'il est fait pour être assis toute la journée, tu vois? Et un adulte aussi. Plus tard, on nous met dans des bureaux et on nous dit maintenant tu travailles et tu fais ce qu'on dit. Sauf que nous, les hypersensibles, les hauts potentiels, on supporte pas trop ça, donc on devient auto-entrepreneur, on fait autre chose, on crée des sommets. Et puis savoir quoi faire puisqu'on va être vraiment confronté au système scolaire et à ses difficultés. Donc les enfants qui présentent ça, il faut déjà avoir un référent médical qui est normalement le médecin traitant, mais qui va forcément adresser l'enfant à des experts. Et parmi eux, il y a maintenant ce qu'on appelle les plateformes de coordination et d'orientation des troubles du neurodéveloppement, puisque le TDAH est un trouble du neurodéveloppement. Donc déjà, on rentre dans un système de plateforme, le mot est déjà compliqué. Et face à cette plateforme, on se trouve à présenter les difficultés de son enfant à plusieurs spécialistes, des médecins, des neuropédiatres, des pédopsychiatres, des psychologues, des ergothérapeutes, des orthophonistes, des psychomotriciens, etc. Donc c'est déjà un bilan énorme. Et puis après, on se trouve confronté au système scolaire. Et puis, il y a tout ce qui est de l'ordre de la dysrégulation émotionnelle, hein. C'est-à-dire qu'on a un enfant qui dysrégule, mais nous aussi, en tant que parents, on va dysréguler. Donc, quand on déborde, quand on a un TDAH en tant que parent, bah ouais, on peut bien déborder, ouais. Et puis du coup, on peut bien culpabiliser après, en mode, Ouah, je me suis emportée, je voulais pas lui crier dessus, au final j'ai crié, j'ai essayé de rester calme, mais en fait, ben, j'ai pas réussi. Il a fait ça, en fait, je suis partie au quart de tour, hein, c'est pas, voilà, mais ouais, mais parce qu'en fait, il y a de la dysrégulation, hein, des deux côtés. Et c'est vrai que parfois aussi, il y a un peu ce côté où à l'école, on peut toujours ramener à enfin, c'est Oui. d'abord le moins, après le plus, c'est d'abord le plus simple. En fait, pour un HPTDH, vu qu'il y a vraiment une dysynchro, enfin comment dire, un Ouais. écart magistral, vraiment un énorme écart entre différentes choses. Bah, typiquement, on va lui dire, ah, mais pourquoi
Pourquoi tu essaies de te rappeler de choses, enfin pourquoi tu te rappelles comme ça de choses d'il y a 5 ans? Essaie déjà de te rappeler que tu dois amener ton cahier. Et Ouais, c'est ça. c'est typiquement des choses un peu comme ça. Ou Ouais. alors essaie pas de penser au programme qu'il y aura dans Ouais. 5 ans. Essaie déjà de comprendre les notions de maintenant. Et ça, on crée vraiment une frustration chez un HP et encore plus HP-TDH parce que cette recherche de plaisir, Immédiat. voilà, de plaisir immédiat qui peut venir forcément aussi dans l'apprentissage, hein, pas forcément dans les choses addictives, mais dans l'apprentissage aussi, on cherche ça. Et quand on inhibe ça, on frustre ça, en fait, bah, pour eux, c'est vraiment très difficile à vivre. Donc, se retrouver, maintenant que nous, on s'est adapté, on a réussi à étouffer nos émotions, à pas vivre avec, se retrouver face à une boule d'émotions pleine d'énergie et de créativité, bah, on ne sait pas faire. En tout cas, moi, je ne savais pas faire. Et je n'avais pas trouvé de mode d'emploi, je n'ai pas trouvé beaucoup d'aide à l'époque. Mon fils a 20 ans maintenant et je n'ai pas trouvé beaucoup d'aide au début. Donc, je me suis retrouvée très, très seule, beaucoup en colère, hors de moi en permanence, parce que je ne savais pas quoi faire de lui, je ne savais pas comment gérer les devoirs, comment gérer ses émotions, comment... donc, j'essayais de hurler sur ses émotions. Ça marche pas. Ces enfants-là ont des problématiques au niveau de l'autorégulation dans plein de domaines. Et c'est juste de l'autorégulation. Donc, on va devoir accompagner nos enfants à s'autoréguler dans plein de domaines. Et donc, du coup, ils ont ce trouble-là de l'attention. Euh, et je trouve que quand on a éduqué l'enfant au niveau de la connaissance des aliments, il est un peu plus concentré, entre guillemets, à table. C'est-à-dire que l'enfant a besoin de savoir ce qu'il est en train de manger. Ça va le rassurer, Comme ils ça. ont cette capacité de focus et de rester longtemps sur une tâche, mais aussi d'avoir cette capacité de faire des liens, ça fera vraiment des personnes hors pair quand ils sont vraiment dans leur zone de brillance, en fait. Et peut-être que la difficulté du TDAH, c'est, en tout cas, enfant puis adolescent et plus tard adulte, c'est vraiment d'aller dans sa zone de brillance. Hein, parce qu'il n'y a rien de pire que de se retrouver dans un travail qu'on n'aime pas. Surtout. Ah, donc la confiance en soi, effectivement, c'est un thème qui est essentiel. Hein. On sait que tous, hein, que ce soit nous adultes ou que ce soit les enfants, mais encore plus nous adultes, on sait que ça va être une des clés de la réussite, c'est-à-dire et de notre épanouissement personnel. On a besoin d'avoir confiance en nous dans notre parcours de vie. Et ces enfants qui grandissent, mais qui grandissent notamment avec cette particularité, c'est des enfants qui vont beaucoup souffrir, mais aussi qui vont... on va avoir beaucoup d'a priori, beaucoup de fausses images sur eux. Et ça va venir impacter leur niveau de confiance, d'estime. Et souvent, les parents sont désemparés. Si vous êtes comme moi, un parent d'enfant en TDAH et que vous êtes amené à répéter quotidiennement les mêmes consignes comme d'aller se brosser les dents, de se préparer le matin, de prendre son petit déjeuner, de préparer son sac, ou simplement de se mettre au devoir, à ce moment-là, c'est telle qui est probablement l'application innovante qu'il vous faut. Et c'est une application que nous-mêmes, on a développée initialement pour nos propres enfants, mais dans un contexte de tension assez difficile à la maison. Et l'idée, c'est progressivement d'aider l'enfant à développer des bonnes habitudes, donc sur les missions du quotidien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les crises et l'opposition ne sont pas un refus d'apprendre, c'est un appel à l'aide. Et quand on comprend ce qui se cache derrière cette opposition, eh bien, on peut agir différemment et éviter l'escalade. Alors, pourquoi est-ce que notre enfant entre en opposition face au devoir? Il y a 3 raisons derrière l'opposition. La première, c'est d'abord la surcharge cognitive. Comme on l'a dit un peu en préambule, l'approche conventionnelle propose, pour pallier à ces différents troubles, des traitements médicamenteux. Et ici, l'idée, c'est de partager ce que propose la naturopathie et avec une de ces techniques qui est la phytothérapie, qui va apporter donc des solutions qu'on appelle holistiques, globales, sur l'ensemble de l'individu, puisque un enfant, un être humain, il est un corps physique, émotionnel, mais aussi mental. Donc,